Très heureuse de vous voir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce magazine Semaine en Images, la rétrospective de la semaine qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Bob Bolabwe Mbokoso. Il est président national du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau RPDR, parti membre de la dynamique de l'opposition, membre de la coordination des actions du Rassemblement. Bonsoir M. Bob Bolabwe. Oui, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. C'est donc avec vous que nous allons analyser l'actualité de la semaine qui vient de s'achever. Je suis prêt. L'actualité de la semaine, c'était la dernière déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo qui exige au préalable la certification de la machine à voter par les experts tant nationaux qu'internationaux. Comment jugez-vous cette position des évêques catholiques qui est susceptible de départager le pro et les contre machines à voter? Merci beaucoup pour la question. Mais je voudrais souligner le fait que l'Église, ils ont parlé d'une même voix. Premier élément. D'aucuns disaient que l'Église était divisée, mais ils se sont mis ensemble. Tous les évêques, ils étaient là au niveau de la Cinco, ils ont parlé d'une même voix. Ça, c'est un. Deux, ils ont demandé la certification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, il y a contestation de cette machine-là. Vous savez très très bien, il y a contestation. Pourquoi il y a contestation? Déjà parce que, vous savez très très bien, la loi électorale dans son article 217 n'avait pas prévu qu'il y ait élection avec une machine, comment dirais-je, électronique. La CENI avec Nanga, ils veulent absolument nous imposer cette machine. Il n'y a pas d'unanimité. Les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi Nanga doit s'acharner? Pourquoi il veut nous imposer cette machine-là? C'est d'ailleurs la grande question. Pourquoi cette insistance de la CENI? Voici la question. Mais c'est pourquoi d'ailleurs je remets sur la question. Lorsque par exemple les évêques disent qu'ils demandent la certification, parce que quelque part il y a une suspicion. Parce que quelque part les gens sont convaincus que à travers cette machine à voter, il y a aussi une autre machine à voler qui est cachée derrière cette machine à voter. Les gens n'en veulent pas. On n'en veut pas. Ils n'ont qu'à arrêter avec cette machine-là. Alors les évêques veulent départager les pour et les contre la machine à voter. Non, partager, oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que pour eux, ils disent qu'il faut certifier. Nous savons très bien que Nanga, qui est instrumentalisé par le pouvoir, ne veut pas l'entendre de cette oreille-là. Pour Nanga, il faut absolument qu'on aille avec cette machine. Mais comprenez qu'il y a cette machine, il y a un gros problème de sous. Il y a un problème d'argent derrière cette machine-là. Il y a, comment dirais-je, il y a des commissions, il y a tout cela. Non, moi je pense que les évêques, en disant cela, oui, ils demandent la certification, c'est une très très bonne chose. Mais moi je peux vous dire que personnellement, je ne me sens pas du tout concerné. Parce que pour moi, cette machine ne devrait même pas exister. Alors souvent d'abord, l'abbé Donatien Cholet, par rapport à cette déclaration des évêques de la Senko. Les descriptions, la redynamisation de la CENI, position relative au CESAC. Comment peut-on aller aux élections quand les médias publics sont entre les mains d'un groupe politique? Comment peut-on aller à l'élection avec les détournements de partis? Comment peut-on aller aux élections si le climat politique n'est pas décrispé? Et à propos de la machine à voter, les évêques demandent à la CENI, recommandent à la CENI de lever tout équivoque, toute suspicion en acceptant que ce soit certifié par les experts internationaux et nationaux. On a le groupe d'experts électoraux de la communauté internationale. Voilà un cadre qui peut aider à certifier pour lever les doutes. Et à la population congolaise, les évêques demandent de demeurer debout et vigilant. Alors à propos des marches, les évêques demandent au gouverneur d'annuler
les édits qui interdisent les manifestations, c'est contre la Constitution. Il demande aux autorités d'engager les poursuites judiciaires vis-à-vis des personnes qui ont commis des actes délictueux à l'occasion de ces démarches. Il demande d'arrêter les menaces et les poursuites des organisateurs de la marche. Donc ils soutiennent cela parce qu'ils n'ont fait que exercer un droit constitutionnel. Voilà, M. Bob Bola-Boué, nous venons là de suivre le secrétaire général de la CENCO. Bien que vous vous dites être contre cette machine, vous voulez qu'on puisse élaguer du procès électoral la question de la machine à voter, mais est-ce que vous pensez que la certification de la machine peut crédibiliser le processus électoral? Madame, on veut nous faire croire qu'il suffit, de certifier la machine ou même de l'enlever, tous les problèmes seront résolus. Non. Le processus électoral ne se résume pas à la machine à voter. Et quand on parle de la machine à voter, ce n'est qu'un élément dans le processus électoral. Le processus en lui-même, il est complètement dans l'impasse. Impasse pourquoi? Je vais peut-être anticiper dans notre échange. Je dis tout simplement que pour nous, nous savons très bien que le 19 décembre 2016, le mandat de l'actuel président avait pris fin. Il a fallu qu'il y ait la conférence de la CENCO pour qu'on puisse ajouter un an de plus jusqu'au 31 décembre 2017. À partir du 31 décembre 2017, il n'y a pas eu un autre, cadre juridique qui permet à ceux qui sont là aujourd'hui d'être au pouvoir. Donc nous disons que à partir du 1er janvier 2018, le mandat toutes les institutions sont devenues illégitimes et illégales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en commençant par la présidence, en passant par l'Assemblée nationale, ils n'ont plus mandat. À partir de là, comment est-ce qu'eux, ils peuvent organiser les élections? Non, ils sont disqualifiés. Donc, je veux dire que dans le processus électoral, il n'y a pas que les machines à voter. Il n'y a pas que la loi électorale. Il y a tout ça qu'il faudrait qu'on essaie d'en parler. Parce que ceux qui veulent nous conduire aux élections, ils n'ont plus mandat. Ils n'ont pas qualité. Donc ils sont illégitimes, ils sont illégaux. Voilà pourquoi nous, au niveau de la dynamique, nous exigeons la mise en place d'une transition sans Kabila. Oui, la mise en place d'une transition sans Kabila. Mais l'élection a été programmée pour le 23 décembre 2010. C'est-à-dire que vous allez boycotter ces élections. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation où nous sommes dans un combat. Dans notre combat, nous disons que nous exigeons qu'ils mettent en place un pouvoir, neutre, qui pourra nous amener aux élections. Donc, ce pouvoir, ça sera conduit par qui? Ça, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Je veux dire que, vous savez, quand on était parti à Sun City, on avait fait un constat. On avait remarqué que personne n'avait gagné la guerre. Puisque personne n'a gagné la guerre, il fallait mettre en place la formule 1+4. Personne n'a gagné. On revient sur cette formule. Non, pas du tout. Personne n'a gagné. Personne ne peut diriger tout seul. C'est pourquoi on avait mis 1+4 en application. Aujourd'hui, il n'y a pas eu élection. Personne n'a gagné les élections. Pourquoi voulez-vous que ceux qui sont là puissent organiser les élections? Pas question. C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'un gouvernement qui sera animé par des personnalités neutres de la société civile. Lesquelles? Vous pouvez citer quelques noms, par exemple? Bon, jusque-là, je veux dire que c'est dans les cadres d'une négociation. Il y a beaucoup de gens dans la société civile. Vous continuez à négocier, vous ne trouvez pas que ça tire les choses en longueur? Non, mais le problème, c'est que les autres se préparent pour les élections, vous de la dynamique, vous êtes en train, je ne sais pas moi, mais, de madame, avec votre transition. Très bien. Mais les élections, les choses en longueur. On ne part pas aux élections pour aller aux élections, madame. Les élections, ce n'est pas le but en soi. Si on veut aller aux élections, c'est pour avoir des élections vraiment crédibles. Croyez-vous qu'avec l'ambiance actuelle, avec les situations que nous traversons aujourd'hui dans ce pays, si on partait aux élections, ça serait crédible? Ça serait transparent? Non, je ne pense pas. Pas du tout. Avec déjà cette machine à voter, déjà pour ne parler que de ça, avec toute la loi électorale, avec, non, moi je pense que la configuration actuelle, la configuration politique actuelle ne permet pas qu'on aille aux élections en ce moment. Voilà pourquoi nous disons que non, nous sommes pour les élections,
nous avons appelé, on était prêts depuis 2016 pour aller aux élections. Mais pas n'importe lequel, pas dans n'importe quelle condition. Voilà, madame. Alors, qu'est-ce que vous direz alors en un mot à tous ceux qui disent que vous êtes en train de vous distraire? Les autres. Nous disons ceci. Oui. À partir du 1er janvier 2018, puisque toutes les institutions à mandat électif sont devenues illégales, sont devenues illégitimes, nous sommes maintenant dans la résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire avec un pouvoir qui veut faire un putsch. Là, à ce moment, nous avons affaire avec des putschistes. Nous ne voulons pas accompagner ce putsch-là. C'est pourquoi nous sommes dans la résistance. Nous exigeons qu'il y ait justement la mise en place de notre gouvernement capable de nous amener aux élections, parce que personne n'a gagné les élections. On n'a pas osé les élections. Pourquoi ceux qui sont là, par leur faute, on n'a pas eu les élections en 2016, par leur faute, on n'en a pas eu en 2017, et maintenant on va leur donner encore un bonus? Non, nous ne sommes pas d'accord. Il y a risque de report des élections. Mais je vous ai dit que les élections pour nous, ce n'est pas une fin en soi. Alors, on revient sur la question de la machine à voter. Votre position, c'est le rejet de ça. Nous sommes dans la distraction, madame. Nous sommes vraiment dans la distraction. Pour nous, il y a un problème de fond. Le problème n'est pas encore réglé. Ceux qui sont là, ils ne doivent pas être là. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, le reste, c'est vraiment de la distraction. Voilà. Une autre déclaration, à part celle de la conférence épiscopale nationale du Congo, il y a eu l'Église du Christ au Congo qui s'est également prononcée. Au courant de la semaine qui vient de s'achever. Vous avez quand même suivi l'Église du Christ au Congo, l'ECC qui a manifesté son refus de voir les fidèles protestants se joindre aux marches du CLC, parrainées par l'Église catholique, bien sûr, au motif que la démarche est un jour du Seigneur, les dimanches, c'est un jour du Seigneur et non une journée de manifestation. Alors, quelle est votre réaction? Madame, au jour d'aujourd'hui, le Congo traverse une période très difficile. Le pays va mal, même très mal. Les manifestations convoquées par le CLC avec les catholiques derrière, c'est une manifestation qui dépasse les cadres chrétiens. Ça ne concerne pas que le chrétien. Nous sommes dans une situation où tout Congolais devait justement prendre part à ces manifestations. Peu importe l'étiquette. On peut être chrétien, catholique ou protestant. Mais les protestants disent que c'est un jour du Seigneur. Peu importe, jour du Seigneur ou pas, aujourd'hui, lorsque le pays est en train de brûler, lorsque ta maison brûle, que ce soit dimanche ou lundi, tu vas sortir pour éteindre le feu. Nous sommes dans cette disposition morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chrétiens, c'est vrai, ils ont pris l'initiative, mais cet appel ne concerne pas que le chrétien. L'appel dépasse le cadre catholique. L'appel touche aux kimbanguistes, touche, aux musulmans, mais à tout le monde, touche aux Congolais. Mais cela ne signifie pas cette position de l'ECC par rapport à... Ils ont peur peut-être de la répression. Mais ça n'engage que... Je veux dire que... les protestants puissent mourir comme des catholiques. Oui, madame. C'est ça que moi je ne comprends pas. Vous savez, moi je vis à Cheval. Je suis en France, je suis ici à Kinshasa. Mais je ne comprends pas comment est-ce que lorsque des gens sortent pour manifester, ça doit toujours être lié avec la mort. Pourquoi les gens doivent mourir? Moi, je sors pour manifester mon mécontentement. On me dit que c'est constitutionnel. Et en même temps, on me dit que tu sors, tu vas mourir. Mais pourquoi ces contradictions? Pourquoi les gens doivent mourir? Pourquoi il faut qu'il y ait cette répression-là? Alors, nous allons arriver à ce sujet de la marche. C'est ça, je ne comprends pas. C'est l'un des points retenus pour ce magazine Semaine en images. Prenons d'abord un autre sujet d'actualité. Un sujet qui a fait l'actualité de la semaine, c'est la nomination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Henri Mova, qui vient en remplacement à Emmanuel Chadari. Regardons ces images et nous allons revenir.
a reçu le mardi 20 février 2018, en début d'après-midi, dans son cabinet de travail au Palais du Peuple, la délégation des députés nationaux membres des caucus conduite par son président, Bruno Lapicard. Au sortir de l'échange, qui a duré près d'une heure avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le rapporteur du caucus du parlementaire du Congo, le député national Jean-Pierre Passiza Pambabouka, a livré à la presse la teneur de cette réunion. Sur base d'un ordre de mission d'information, nous avons été sur terrain, nous avons rencontré les éleveurs, nous avons rencontré la population, nous avons récolté un certain nombre d'informations et nous sommes venus rendre compte au bureau de l'Assemblée nationale. Il ressort au président de l'Assemblée nationale, il ressort de nos contacts qu'effectivement les bêtes sont là, les éleveurs sont là et qu'il y a des inquiétudes de la part de la population pour une présence improvisée d'un grand nombre, d'un cheptel de bêtes, avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence, et que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan sanitaire, et que ces inquiétudes sont légitimes, ces inquiétudes sont fondées, mais il y a d'autre part également des commerçants qui ont des bêtes, qu'ils veulent effectivement vendre, et tout en étant de passage sur le terrain. En ce qui nous concerne, nous pouvons rassurer la population que ces bêtes-là, telles que nous avons appris, ne sont pas empoisonnées. Pour la journée du mercredi 21 février 2018, le président de la Chambre basse du Parlement a reçu en audience l'ambassadeur du Canada accrédité en République démocratique du Congo, Simara Nicolas Navel, au menu de leurs échanges, les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Parler d'un changement brusque, c'est peut-être pour vous, mais... Voilà, vous avez compris avec moi que la technique est allée très vite en besogne. Vous venez là de suivre plutôt l'audience qu'a accordé le président de l'Assemblée nationale à la délégation gouvernementale qui était en mission dans l'ex-Bandundu à propos de l'affaire des troupeaux de vaches qui a fait grand bruit, M. Bob Boulamboué. Ça fait qu'il y a eu des spéculations à ce sujet. La mission gouvernementale était sur terrain pour le constat, pour essayer un peu d'éclairer les zones d'ombre à ce sujet. Comment est-ce que cette affaire de troupeaux de vaches, comment vous avez perçu cette affaire? Merci pour la question. Tout ce que moi je peux dire, c'est quoi? C'est que pourquoi cette histoire des vaches aujourd'hui pose problème? Parce qu'on a affaire avec des gens qui sont partis, je ne sais d'où. On nous dit des Kalemi, d'autres d'Ouvira, d'autres encore du Rwanda. Enfin, on ne sait pas d'où ils sont partis. Du coup, on les retrouve dans le Bandundu. Qui sont-ils? Ils se promènent avec plus de 5000 vaches. Comment ils ont fait? Il y a des questions qui se posent. Les gens dans les coins, dans le Bandundu, ils sont inquiets. Ils ont raison d'être inquiets. Parce que c'est pas chaque jour on voit des gens qui débarquent comme ça. Raison pour laquelle d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont mis en place une commission pour aller voir tout cela. Ils étaient sur terrain. C'est d'ailleurs les images que nous venons de voir. Mais c'est quoi la peur? Les gens de Bandundu aujourd'hui, ils ont peur que d'ici 5 ans, on puisse trouver des Banyakwangu dans les Bandundu. Banya Bukangalonzo, comme on trouve les Banya Mulenge dans l'est du Congo. Oui, c'est ça le problème. Les gens ont peur. Et on nous dit que ceux qui sont venus, ils sont lourdement armés. Moi, je n'ai pas été vérifié, mais c'est ce qu'on a appris. Mais s'ils étaient lourdement... Mais tout ce qui a été dit, il y a eu de la communication au sujet de ces éleveurs des zébus. Lourdement armés. Oui, mais la commission gouvernementale a prouvé le contraire. Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils sont venus vendre leurs vaches et puis répartir. Ils ne sont pas venus pour s'installer sur le lieu. S'ils sont venus vendre leurs vaches pour répartir, tant mieux. Mais il n'y a pas de problème. Ils vendent leurs vaches, ils répartent. Il n'y a aucun souci. Mais s'ils commencent à acheter des terres pour y résider, là, ça pose un problème. Moi, je vous l'accorde, si vous dites qu'ils sont venus juste vendre leurs vaches et répartir, ok, qu'ils vendent leurs vaches et qu'ils répartent. Voilà tout ce que je peux dire. Mais ils n'ont pas à rester là-bas, à commencer à acheter des terres, parce que demain, on risque de se retrouver avec une autre communauté qui vont s'installer là-bas. Ça, on n'en veut pas. D'ailleurs, c'est ce qui fait peur aux Congolais. C'est ce qui fait peur aux gens de Kwilu. Voilà.
Alors, par rapport à cette peur, par rapport à la spéculation, Non, la pas commission spéculation. qui était sur place, parce que tout a été dit sur cette affaire, la commission qui était sur place a décidé de cantonner les éleveurs au parc agricole de Bukamalonzo. Pour combien de temps? Qu'est-ce que vous pensez? Ils sont là pour combien de temps? Là, ils n'ont pas dit. Ils vont les cantonner Ils vont là-bas venir pour combien de devant, temps? Ok, on va voir, on va surveiller ça, on saura s'ils vont vraiment rentrer ou s'ils vont rester là, ou s'ils vont trouver d'autres... Non, on verra. On suit de près, on est très 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 vigilant sur cette affaire-là. On suit ça de près. Donc vous ne croyez pas sur tout ce qui a été dit par la commission? Par la commission? Le rapport de la commission gouvernementale qui était sur terrain. Bon, ils ont fait leur commission. Nous, on prend acte. Maintenant, on va voir, on va vérifier, on verra ce qui se fera réellement. Entre ce qu'il dit un homme politique et entre ce qu'il fait, il faut toujours voir le fait. On juge un homme politique par le fait, pas seulement par son discours. On verra ce qu'ils ont dit, on verra d'ici là, ils vont finir de vendre leurs vaches, bon, ils vont rentrer. Mais bon. la commission a prouvé le contraire parce que vous avez dit, La vous de commission l'opposition, a dit. vous avez dit que ces éleveurs n'avaient pas de documents. La commission, dans son rapport, a indiqué qu'il y a des documents en bon et due forme. Mais c'est ça que je vous dis, la commission a fait son rapport. Ce rapport, il est vrai, ce rapport, il est faux. On en saura dans les jours à venir. On a pris tout simplement acte. Mais on attend, parce que vous avez dit ils ont dit qu'on les a cantonnés à Bukamalonzo. Oui. Bon, qu'ils vont vendre, après ils vont rentrer. On surveille de ça, on verra quand ils vont rentrer. Donc vous ne croyez pas à tout ce qui s'est dit. Pour vous, ils sont venus Non, pour s'installer et créer c'est quoi? C'est que, comme on dit, les le banapongo, comme vous l'avez dit tout à l'heure. chat échaudé a toujours peur de l'eau, même de l'eau froide. C'est qu'avec son gouvernement, on a appris beaucoup de choses. Et arrivé à un certain moment, on devient un peu sceptique, on ne croit plus vraiment à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent. Voilà. Donc on va voir dans le fait, on va vérifier. Voilà. On prend un autre sujet d'actualité, nous l'avons annoncé, bien que la technique a ses caprices, c'était la nomination d'Henri Mouva comme vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, en remplacement d'Emmanuel Chadari. Comment vous avez jugé ce remplacement? Un non-événement. C'est vraiment un non-événement. Tiens, j'aurais appris que le Premier ministre Djiba n'était même pas au courant. Il a appris cette nomination par la voie, comme tout le monde, quoi, par la voie des ondes. Ah bon, c'est bizarre quand même. Normalement, je croyais que ce Premier ministre qui devait être au courant de tout cela, on lui apprend qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui est nommé. Oui, mais c'est vraiment un non-événement, parce qu'ils peuvent changer autant de ministres qu'ils voudront. Je vous ai dit qu'à partir du 1er janvier 2018, ceux qui sont là, ils sont pour nous d'une manière illégale, tout simplement. Donc, on va en parler pour qu'on en parle, mais normalement... Il n'y avait pas opportunité de ces changements. Ils peuvent changer comme ils veulent. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent mettre Mouva, ils peuvent mettre... Demain encore, ils peuvent changer. Après-demain, ils pourront changer. Ça, c'est leur cuisine interne. On regarde cette réaction à ce sujet Ok. que nous propose la rédaction de Canal Congo Télévision. Pour vous. Mais lorsque dans un jeu de dames, il n'y a que le damiste qui sait placer chaque pion à tel endroit et à un moment précis. L'essentiel pour lui, c'est de gagner le match. Donc, le PPRD, c'est un parti dont le président, le père fondateur, est le père. Il est aussi l'autorité morale de la majorité présidentielle. Je vais citer le président de la République. C'est lui qui a nommé Chadari, c'est lui qui a décidé de le relever de ses fonctions. Dans un terrain de foot, le coach, lui, peut décider de prendre l'attaquant, le remettre à la défense, et le défenseur qui devient attaquant. C'est le choix du coach lui-même. Donc, je crois qu'il n'y a pas une autre justification. Il a pris au président de la République qui avait pris la décision de le nommer à cette place-là, de le relever et de le remplacer par Henri Mouva. Je ne sais pas faire un jugement des valeurs. Tout ce que je sais est que Mouva a été ambassadeur, Mouva a dirigé le PPRD. Il ne peut pas ne pas avoir... Ça étonnerait plus d'un. Si il n'a pas ces qualités, cette compétence-là, ça étonnerait. Mais au moins, on sait que, vu son niveau scientifique, les responsabilités qu'il a déjà assumées dans cette République, je ne pense pas que c'est le ministère de l'Intérieur qui soit un élément difficile pour lui de gérer. Je crois qu'on doit lui faire confiance. Il va faire ce qu'il peut. Je crois que quand il était secrétaire général du parti, eh bien, il devait parler en tant que secrétaire général du parti. Maintenant, il est devenu ministre de l'Intérieur.
je crois qu'il va bouger un peu le curseur. Voilà, ça c'était le point de vue du secrétaire général du PANU. Et nous sommes ici sur ce plateau avec vous, président national du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux, avec ces changements à la tête de la vice-primature en charge de l'intérieur. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement ou à un statu quo? Ah, ça c'est une très bonne question. La réponse est que attendons-nous à l'immobilisme. Rien de nouveau sous le ciel. C'est-à-dire que la nomination du MOVA comme ministre de l'Intérieur, ça ne va rien modifier, ça ne va rien changer. Mais ce que je crois comprendre, c'est quoi? C'est que vous savez, au Zimbabwe, Mugabe a été défenestré par la volonté du parti. En Afrique du Sud, il y a eu aussi la volonté du parti. Il y a le président qui était là. Il semblerait qu'au niveau du PPRD, ils ont modifié leur statut. C'est-à-dire que maintenant, ils n'auront plus une autorité morale. Il y aura carrément un président. En la personne de l'actuel chef de l'État, c'est lui le président qui sera le président du PPRD. À partir de là, avoir un secrétaire général, ça a plus d'importance. Voilà pourquoi peut-être on a voulu les caser, tout simplement. Mais une fois de plus, je vous dis que c'est vraiment un non-événement parce que ça ne va rien modifier. Ça ne va rien changer dans la situation des Congolais de tous les jours. Le Congolais qui a du mal à envoyer ses enfants à l'école, le Congolais qui a du mal à se nourrir, qui a du mal, comment dirais-je, à soigner. Non, pour ces Congolais-là, la nomination du MOVA, ça ne va rien changer. Rien changer. Au contraire, ça devait pousser les Congolais à se mobiliser davantage dans le combat, comment dirais-je, que nous sommes en train de mener. Alors, son premier baptême de feu, c'était donc ce dimanche 25 février 2018 avec la marche de laïcs catholiques. Comment est-ce que vous avez apprécié? Là, vous me rejoignez parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de modification. Vous savez, il y avait Chadar. Il y avait Chadar, du pareil au même. Il y avait Chadar, il est arrivé. Aujourd'hui, on a tué. À Saint-Benoît, on a tué. Aujourd'hui, il y a eu répression de la manifestation. On croyait même qu'il y aurait 0 mort, 0 blessé, 0 disparu. Non, avec lui, ça continue. Donc, c'est, comment dirais-je, avant MOVA, c'est égal après MOVA. Rien ne changera. Alors, qu'est-ce que vous suggérez par rapport aux manifestations à venir? Par rapport à vous de l'opposition qui met trop la rue? Tout ce que nous demandons, nous disons ceci. La manifestation, c'est constitutionnel. Ils sont, eux, le premier à le dire partout. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Ok, d'accord. Nous sommes dans un régime à information, pas autorisation. Ok. Mais en même temps, il y a l'arrêté d'un gouverneur qui suspend les manifestations à travers toute la ville de Kinshasa. Donc, quelque part, on se rend compte qu'on vit dans un pays où l'arrêté est supérieur même à la Constitution. Non. Tout ce que nous demandons, qu'on nous laisse s'exprimer librement. Ils ont dit que voilà, maintenant qu'on a fixé la date des élections, pourquoi les gens doivent se manifester? Mais attendez, même s'il y a date des élections, les gens ont toujours le droit de manifester. Parce que tout le monde doit être d'accord avec ça. Non, même une personne, même 2 personnes, ils ont le droit de manifester mécontentement. Je crois que si vraiment on était dans un pays démocratique, entre guillemets, oui, on a cadré le manifestant. C'est tout ce que nous demandons. Là, aujourd'hui, par exemple, on était dans les paroisses, mais même dans les paroisses, ils ont continué à lancer des bombes lacrymogènes. Moi, ce que je comprends. Nous allons en arriver. Ok, mais pour dire seulement que avant MOVA égale après MOVA, rien de nouveau sous le ciel. Rien de nouveau sous le ciel, rien n'a changé. Pas du tout. Selon M. Bob Bala. Pas du tout. Mais vous aussi, vous avez remarqué, non, que rien n'a changé. Le 21 passé, on nous a gazés. Aujourd'hui, on nous a gazés. MOVA ou pas MOVA, on nous a gazés. Bon, alors, qu'est-ce qui a changé? Voilà. L'actualité de la semaine qui vient de s'achever, c'était la visite à Kinshasa du président gabonais Ali Bongo, une visite qui intervient après la tripartite, après le séjour du chef de l'État en Zambie. Des observateurs indiquent, se posent des questions. Est-ce que ces dirigeants africains viennent soutenir leurs homologues qui sont en difficulté? Regarde d'abord ces images et vous allez répondre à la question.
En début de la matinée de ce jeudi 22 février 2018, le Gabonais Ali Bongo est accueilli par le président de l'Assemblée nationale, s'est dirigé au centre-ville. Là, le numéro 1 Gabonais s'est incliné devant le mausolée du héros national, Laurent Désiré Kabila, avant de rejoindre le palais de la Nation pour un tête-à-tête avec le président congolais Joseph Kabila pendant près de 4 heures du temps. Au sortir de ces pourparlers entre les deux chefs d'État, un communiqué final a été rendu public. Cette visite a principalement porté sur la coopération bilatérale entre la RDC et le Gabon, deux États membres de la sous-région de l'Afrique centrale. Ali Bongo et Joseph Kabila ont abordé les questions sécuritaires, humanitaires et du processus électoral de ces deux pays. Les deux chefs d'État ont pris la résolution d'œuvrer pour la paix dans la sous-région. Ali Bongo a salué les efforts congolais pour l'aboutissement du processus de paix et électoral, lequel est irréversible selon Joseph Kabila. Ainsi, les deux présidents des deux États ont appelé les acteurs politiques et de la société civile de leurs pays respectifs à se mobiliser pour les élections apaisées. La RDC et le Gabon tiennent renforcer l'amitié par une commission mixte. Le président Ali Bongo, contesté par l'opposition de son pays après sa dernière réélection, visite la RDC à 10 mois de la tenue des élections. Oui, Monsieur Bob Bolam-Bouembokoso, par rapport à ces images que nous venons de suivre, comment vous avez perçu, vous, de votre côté, cette visite d'Ali Bongo, bien qu'il y ait eu un communiqué final, comment vous avez perçu? Je constate, il y a un président qui s'appelle Ali Bongo, qui est contesté dans son pays, mais vraiment contesté, lors de nos élections qui avaient eu lieu, comment dirais-je, au Gabon. C'est plutôt Pink qui avait remporté les élections. Bongo avait triché, tout le monde le sait, il est là comme président. Donc il vient au Congo visiter un président qui lui aussi est contesté, qui est fait mandat. Il est fait mandat, il est là. Bon, ils sont en train de parler, mais je constate aussi qu'il y a eu d'abord tripartite, comme vous avez dit, ensuite l'actuel président était parti en Zambie rencontrer le président Lungu. Alors peut-on dire que tous ces présidents de l'Afrique centrale viennent soutenir leur homologue? Bon, je peux comprendre qu'il y ait un syndicat des chefs d'État. Je peux comprendre qu'il y ait un syndicat des chefs d'État. Le syndicat est là pour se soutenir les uns des autres. Qui viennent soutenir leur homologue, je pense que c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le peuple congolais est dans un combat. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que... Et puis, quand je parle du peuple congolais, je ne parle pas de n'importe quel peuple congolais. Je viens de le dire ici, je parle du peuple congolais qui a du mal à nouer les débouts de mois, qui a du mal à envoyer ses enfants à l'école, qui a du mal à soigner ses enfants lorsqu'ils sont malades, qui a du mal tout simplement à vivre. Ce peuple-là est majoritaire. C'est de ce peuple que moi je parle. Et ce peuple est dans une lutte. Il veut se débarrasser de tout ce qui l'empêche de vivre. Alors, que ces présidents-là viennent pour soutenir leur homologue, ça n'engage eux que. Le combat que nous menons ici au niveau du Congo, c'est le même combat que les Gabonais mènent. C'est le même combat, même ici à Brazzaville, les Congolais de Brazzaville mènent. Même le président Sassou qui est là, c'est pareil. Il n'a pas gagné les élections, vous le savez très très bien. Voilà, donc on peut parler de Sassou, on peut parler de Kagame, on peut parler de tous ces présidents-là, ils n'ont pas gagné les élections chez eux. Lorsqu'ils vont venir ici pour soutenir leur homologue, mais c'est tout à fait normal, c'est dans leur logique. Donc selon vous, M. Bob Olabo, toutes ces visites ne servent à rien? Non, ça sert plutôt à renforcer, comment dirais-je, l'autorité d'un président qui est contesté dans son pays. Voilà. On prend le dernier sujet puisque nous courons derrière le temps, le sujet de la marche de laïcs catholiques, de la coordination de laïcs catholiques. C'était ce dimanche 25 février 2018. Vous étiez aussi à la marche, M. Bobola? Tout à fait, madame. Vous étiez à quelle paroisse? Moi, j'étais à Saint-Joseph. Dispersé. À Saint-Joseph, j'étais avec l'honorable Martin Fayoulou, on était avec l'honorable Mpouela. Nous étions là-bas. Il y a eu beaucoup de monde. Et après la messe, comment dirais-je, le prêtre a demandé qu'on puisse marcher, mais seulement pendant qu'on était même dans la messe, il y a eu jet de bombes lacrymogènes. Ils ont commencé à nous bombarder avec des bombes lacrymogènes. Et je pense que le prêtre, peut-être, il a hésité. Parce qu'au lieu de donner l'ordre, puisqu'on sorte dans la rue, on a marché, comment dirais, dans l'enceinte de la paroisse. Nous sommes partis à la grotte de la Sainte Vierge Marie
on s'est mis tous à prier. Il y a eu un message du CLC, un message très très fort, et ensuite il y a eu un message du prêtre. C'est quoi ce message? Alors, dans le message, il disait que tout simplement, nous, Congolais, nous sommes convaincus que le pays va très mal. Le pays va très mal parce qu'il y a un groupe de gens qui se sont accaparés du pouvoir dans ce pays. Et ils sont en train de diriger, d'une manière illégitime, par défi. Nous devons continuer à nous organiser, nous devons continuer à nous mobiliser. Il n'y a que le peuple qui peut, faire la différence. Il a encore ajouté, et ça c'est très important, il a dit ceci: l'actuel pouvoir a le contrôle de l'armée, le contrôle de la police, le contrôle des services de renseignement, le contrôle de la CENI, le contrôle même d'une partie de l'opposition. Mais Dieu merci, il n'y a pas le contrôle du peuple. Et le peuple, c'est comme une bombe atomique. Quand le peuple est décidé à se battre, il finira toujours par gagner. Donc vous avez marché seulement à l'intérieur, alors dans l'enceinte de la paroisse Saint. Lorsque le prêtre a demandé à ce que les gens se dispersent, les gens ne voulaient pas partir, les gens voulaient vraiment sortir de la rue, mais on était obligé quand même de le calmer. Et les gens du PPRD qui avaient annoncé marcher avec vous n'étaient pas là? Les gens du PPRD. Non, tu veux dire que le Koulouna qu'on avait recruté à gauche à droite, non, ils n'étaient pas là. Oui, parce qu'effectivement, vous avez suivi ce qui s'est passé, à la cathédrale. On a recruté de Koulouna à travers toute la ville de Kinshasa. Il y a eu des témoignages sur ça. Même eux-mêmes, ils ont témoigné. On leur a promis l'argent, $40 par personne. Et au finish, on veut leur donner 10 000. Ils étaient en colère. Non, mais les gens qui viennent se joindre à vous pour une cause noble dont vous défendez, pourquoi non, madame, vous les traitez de non, madame, vous avez remarqué, lorsqu'on dit qu'on va manifester telle date, la même date, le PPRD annonce la manifestation. On dit on sera les 30 et ils seront les... Ils veulent la confrontation. Ils veulent qu'il y ait une guerre civile. Nous, on n'en veut pas. Pourquoi tu dis cette confrontation-là? Pourquoi vouloir opposer les uns contre les autres? Vous savez, madame, Lumumba s'est battu dans ce pays pour l'unité. Mobutu est venu, il a mis aussi son accent sur l'unité. Mais on a l'impression que ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour nous désigner. Pour, pousser les uns à se battre contre les autres. On ne se laissera pas faire. Le Congo sera indivisible. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, M. Bobalambo, cette persistance des laïcs catholiques, malgré qu'il y a répression, il y a de morts, ils continuent à marcher, à organiser des manifestations? Vous savez, l'Église catholique, hormis le fait qu'il a un rôle, spirituel, l'Église catholique se bat aussi pour des valeurs morales. Vous comprenez? Alors, lorsque dans un pays, dans une communauté, il y a des antivaleurs qui dominent, si l'Église fermait les yeux, alors il deviendrait complice des antivaleurs. Vous savez comment est-ce que Jean-Baptiste était mort? Jean-Baptiste était mort parce qu'il avait dénoncé les antivaleurs du roi Hérode, qui sortait avec la petite sœur, la sœur de son frère. Et Jean-Baptiste s'est levé contre lui pour dire que non, ce que vous faites, c'est pas bon. Vous savez? Et la dame a demandé sa tête. On a coupé la tête de Jean-Baptiste parce qu'il a dit la vérité. Un homme de Dieu, l'Église devrait se lever contre les antivaleurs. Dans ces pays, les antivaleurs, il y en a plein. Alors quand l'Église se met pour se battre contre les antivaleurs, il est dans ce rôle prophétique. Allez dans l'Ancien Testament, vous verrez, tous les prophètes, ils se sont levés contre le roi. Même lorsque le roi David a pris la femme de son ancien officier, il y a eu quand même le prophète qui s'est levé pour dire que ce que tu as fait, c'est pas bon. Si aujourd'hui l'Église se lève pour dire qu'il y a une minorité de gens qui ont confisqué, les richesses du pays, l'Église est dans ce rôle. Moi, je ne comprends pas tous ces gens qui se lèvent pour attaquer. Non, ceux qui s'attaquent à l'Église, c'est parce qu'ils se retrouvent dans ce pouvoir. Alors, il y a eu une marche le 31 décembre 2017 de la coordination des laïcs catholiques. Il y a eu une marche le 21 janvier 2018. Il y a eu la marche d'aujourd'hui des 25. S'il faut faire une évaluation. Madame, l'évaluation est positive. Positive pourquoi? Parce que je pense que le message est entendu. Aujourd'hui, le peuple congolais sait pourquoi le CLC se bat. Le peuple dans son ensemble s'est mobilisé comme un seul homme. Vous savez, j'ai entendu ici, là, les gens dire que l'opposition n'arrive pas à mobiliser. C'est maintenant le CLC qui mobilise. Les gens se cachent derrière le CLC. Oui, mais le problème c'est quoi? Si vraiment l'actuel pouvoir veut savoir si l'opposition est capable de mobiliser, qu'il ne fasse pas la répression, qu'il encadre les manifestations,
Le rassemblement va appeler à une manifestation qui est, l'autorité de la ville accepte cette manifestation, qui met des policiers pour encadrer, vous verrez la force de l'opposition. Vous comprenez? C'est-à-dire que, parce que vous devez vous rencontrer quelque part, ils viennent, ils vous dispersent. Ils viennent, ils vous dispersent. Mais c'est fatigant. Mais comment est-ce qu'on peut autoriser une manifestation qui n'a pas d'itinéraire? Les organisateurs n'ont pas répondu à l'invitation du gouverneur leur lancée. Mais ça, c'est justement un constat. On s'est rendu compte, à chaque fois qu'on avait demandé une manifestation avec itinéraire, jamais on avait répondu. Ici, à la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris un arrêté disant qu'il n'y aura pas de manifestation dans cette ville. Alors que la Constitution l'autorise. Alors, pourquoi alors donner l'itinéraire? Pourquoi expliquer? Arrivé à un certain moment, c'est même pas la peine de crier. C'est même pas la peine de, parce qu'on doit informer. Mais quand on informe, on sait qu'on dira non. Pourquoi continuer à informer? Pourquoi leur donner l'itinéraire? Ça sert à quoi? Même si on donnait l'itinéraire, ils diraient toujours non. Parce qu'on est dans un régime liberticide. Alors, par rapport aux dégâts, il y a eu des morts, il y a eu des blessés également aujourd'hui. Alors, à qui incombe la responsabilité? À ceux qui ont tiré. À ceux qui ont utilisé leurs armes pour tuer des gens. À ceux qui ont lancé des bombes lacrymogènes. À ceux qui ont commandité ces actions-là. C'est eux les responsables. Mais la majorité parle de tentative de coup d'État, d'insurrection. Comment est-ce que vous répondez à cela? C'est ça, moi je ne comprends pas. Ou alors ils disent que la manifestation n'est pas un droit constitutionnel. Hein. Comment ils peuvent parler de coup d'État alors qu'on n'a encore rien fait? Alors que, non, moi je pense que c'est une fuite en avant. Parce que dans leur volonté, d'étouffer l'expression populaire, dans cette volonté-là, ils ne veulent pas que les gens puissent dire réellement ce qui se passe dans ces pays. Ils ne veulent pas que les gens puissent... Non, moi je pense que, madame, tout ce qu'ils sont en train de dire, la majorité, non, j'ai dit la majorité, l'ex-majorité, madame, ils ne sont plus majoritaires, il n'y a jamais eu élection. Comment on peut leur appeler majorité? Non, l'ex-majorité, ils sont en train de dire des choses qui ne tiennent pas debout. La loi autorise à la population congolaise de manifester. Les manifestations devaient être encadrées. Pour que ça soit encadré, il faut qu'il y ait d'abord une autorisation. Enfin, autorisation. Je me contredis quelque part aussi parce qu'il n'y a pas d'autorisation. On informe. Combien de fois on a informé? Combien de fois on a reçu une réponse négative? Hein? À partir de là, on est à la 3e manifestation. Hein? Mais Jéricho est tombé au bout de 7e manifestation. On est encore là. On va continuer, madame. On va continuer. Voilà, nous tournons déjà vers la fin de ce magazine Semaine en Images qui a reçu pour vous aujourd'hui M. Bob Bola Bwambokoso. Il est président national du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau, membre de la coordination des actions du Rassemblement limité, c'est ça? Rassemblement limité, il n'y a qu'un seul rassemblement, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi, avec Pierre Lum comme président du Conseil des sages, avec Martin Fayulu comme président de la coordination des actions. Il n'y a pas deux rassemblements. Alors, votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est dire ceci. Vous savez, madame, je vais être vraiment bref. Lorsqu'on s'est retrouvé à Sun City, parce qu'il y avait la guerre, on s'est dit qu'il ne faut plus qu'il y ait la guerre dans ces pays. Pour cela, si vous voulez avoir le pouvoir, il faut aller solliciter le pouvoir auprès de la population. C'est ainsi qu'on avait voté une constitution, on a mis en place la formule 1+4 en disant que personne n'a gagné la guerre. On va diriger ensemble, après on va aller solliciter le suffrage populaire. En 2006, il y a eu élection. L'actuel président a été élu, entre guillemets, pour un mandat de 5 ans. En 2011, il y a eu élection. L'actuel président a été élu, entre guillemets, vous savez ce que je veux dire, entre guillemets, pour 5 ans. Il a été élu, oui. Normalement, en 2016, on s'attendait qu'il convoque les élections comme partout dans les mondes civilisés, partout dans les démocraties. On arrive en 2016, il convoque le dialogue. Oh, mais nous, on attendait les élections, on nous parle de dialogue. On n'était pas prêts aux élections, on nous parle de dialogue. On était contre les dialogues. Mais avec l'insistance de la communauté internationale, tout ça, on s'est retrouvés pour aller au dialogue des 5 ans. Vous avez été au dialogue. On était au dialogue. Bon, on s'est mis d'accord, on a mis en place, un accord pour 1 an. Le 31 décembre 2017, on devait organiser les élections. On arrive le 30 décembre, il n'y a toujours pas d'élection. À partir de ce moment, le processus électoral est dans l'impasse.
Tout ce qu'ils ont fait après, on doit commencer par là, madame. Les évêques au niveau de la cour de Cinco, on nous a dit qu'à 98%, tout a été réglé. Il ne restait que 2%. Donc si je comprends bien, ceux qui ont travaillé à 98%, ils ont échoué. Ceux qui ont travaillé juste 2%, ils ont... Non, madame. Le peuple congolais, je lance un appel au peuple congolais de continuer à se mobiliser. Mot, oui. Ça, c'est mon dernier mot. De continuer à se mobiliser comme un seul homme. Le peuple se libère seul. On ne libère pas un peuple. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre salut ne viendra pas de l'Europe, ne viendra pas des États-Unis. Notre salut, c'est nous-mêmes, le peuple congolais. Donc, tant que le peuple ne se mobilisera pas, comme disait, comment dirais-je, une personnalité très importante, prenez-vous en charge, peuple. Prenez-vous en charge. Pas seulement sur le plan, sur tout point de vue. Nous devons nous prendre en charge. Et c'est comme ça qu'on saura que nous sommes matures. Je lance un appel au peuple. Prenez-vous en charge. Merci, M. Bolaboué Mbokosso, président national du RPDR. Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau. Démocratie et renouveau, c'est notre cheval de bataille. Nous voulons vraiment instaurer la démocratie, mais la vraie dans ce pays. Le renouveau politique, économique, social, culturel. Prochainement, je vais développer ce point-là. Merci pour cette précision. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis du magazine Semaine en Images. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le dimanche prochain à 20h et diffusion 23h45. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.